Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir pris le rendez-vous de l'écoute de cette entrevue que nous réalisons avec notre consoeur de Vivre Radio, Rachida. Bonsoir. Bonsoir Herbert. Et nous allons interroger le président de Restaurer l'Espoir, qu'on ne présente plus, mais il est important de préciser quelques traits du personnage que nous rencontrons chez lui. Il est ancien député, ancien ministre, président de Restaurer l'Espoir et figure emblématique de la résistance nationale. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Herbert. Aujourd'hui, c'est le 27 mars 2025. Il y a exactement 8 ans, vous avez claqué la porte, vous avez quitté le gouvernement du président Patrice Talon. Pourquoi chaque année, vous jugez important et utile de fêter ou du moins de commémorer ce départ du gouvernement de la rupture? Merci beaucoup. Et je voudrais aussi saluer votre consoeur, Madame Rachida, et puis vous dire combien de fois ça me fait chaud au cœur de vous retrouver, et chaque fois en de pareilles occasions. Vous savez, démissionner est un acte très important lorsque on est en face des problèmes de la nation, lorsque on prend en compte les difficultés qui peuvent advenir lorsque vous jouez à de la complaisance et à de la compromission. Ma démission est un des plus beaux cadeaux que j'ai pensé donner à mon pays, et pour honorer ma conviction politique et pour honorer aussi ceux qui m'ont appris un peu que l'homme est question de dignité et l'homme ne peut pas se résumer simplement aux privilèges d'un pouvoir. Et comment c'est un cadeau des années après? Comment ce cadeau-là se matérialise? Ça se matérialise par ce qui se passe. Imaginez un instant. D'abord, je vais revenir sur quelque chose qui doit motiver la démission de toute personne qui a un respect des valeurs et des principes. Quand est-ce qu'un homme politique doit évaluer et prendre la décision d'une démission? Vous savez, il y a l'angle 0 qui est la posture, c'est-à-dire la posture préélectorale. Lorsque le candidat fait face à l'opinion, réclame, demande, suscite le mandat populaire, le suffrage populaire au nom d'un programme, au nom d'un discours, au nom d'un contenu. Donc c'est sur cette base-là que les populations vous portent au pouvoir en matérialisant leur confiance à travers les urnes. Donc lorsque le peuple, lorsque des citoyens votent pour vous, ils votent un programme, ils votent un rêve, un idéal. Ils votent quelque chose dont ils attendent l'application. Et là, c'est le 0 pour l'homme politique. C'est l'instant 0 pour l'homme politique. C'est le référentiel de départ. Mais lorsque l'homme politique quitte le stade de candidat et va au stade d'homme élu, donc en situation de gérer la plus haute charge de l'État, il y a une différentielle automatique. Ce n'est plus le même contexte, ce n'est plus les mêmes réalités. De là, nous partons de l'instant 0 à un instant T, peut-être, qui doit être le tableau de bord, l'aiguille qui engage la nation, qui engage l'acte public, l'action publique, et par rapport, l'aiguille par rapport à laquelle les citoyens, chaque fois, vont venir vérifier pour voir si on les conduit par rapport aux engagements ou si on se perd, si on les conduit dans le décor. Alors, techniquement, il est enseigné que l'écart doit être compris dans un angle donné. Lorsque nous partons de 0, peut-être à 30 degrés, on pense que oui, on peut gérer. Mais lorsqu'on parle de 0 à 180 degrés, on est dans le contraire de ce qu'on a dit. Et l'homme politique responsable et sérieux
chaque fois que l'écart tourne au-delà de 45-90 degrés surtout, et va vers l'inverse, l'homme politique sérieux doit appeler le candidat qui est devenu leader, il doit l'appeler, il doit l'interpeller au nom des populations, au nom du mandat, au nom de l'engagement. Et s'il appelait celui-là, il lui demande, mais où allons-nous? Ce n'est pas ce qu'on a dit. La personne doit pouvoir donner des explications sérieuses pour dire, pour prouver que nous ne sommes pas dans l'imposture. Mais lorsque la personne, au lieu de donner une explication sérieuse, biaise, et dit que, ok, bon, moi, je vais faire ce que j'entends faire, il est dans l'imposture. Et chaque fois qu'il y a l'imposture, l'homme politique n'est plus engagé, il doit démissionner. Parce que s'il ne démissionnait pas, il devient un trompeur, il devient un faussaire, il devient un arnaqueur. Mais c'est ça la réalité. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec Patrice Talon. Mais lorsque Talon vient, avant de venir, il était en exil, et il dit que le pouvoir exécutif est surpuissant. Et que lorsque lui va arriver, il fera en sorte que le pouvoir exécutif ne soit plus surpuissant. Alors, regardons-nous. Est-ce que sous Patrice Talon, le pouvoir exécutif a cessé d'être surpuissant ou ce pouvoir est devenu méga puissant? C'est un grief majeur. Lorsque, par exemple, nous disons que sur la question de la révision de la Constitution, parce que c'est le grief ça, sur la question de la révision de la Constitution, écoutez, le débat n'a jamais été qu'une Constitution ne peut pas être révisée. Mais le débat porte sur deux choses, la procédure et le contenu. Est-ce que Patrice Talon a le droit de réviser la Constitution en mettant en cause, en marchant sur les moyens prévus par la Constitution pour la réviser? Il n'a aucun droit. Il ne peut pas le faire. Et aucun Béninois ne peut lui conférer ce droit. Vous pensez est-ce qu'il y a guerre, est-ce qu'il y a état d'urgence, est-ce qu'il y a catastrophe naturelle pour que Talon décide de réviser la Constitution en procédure d'urgence? Et ça a été fait en 2019 et il n'y a pas eu de troisième... Bon, ça n'a pas induit un troisième mandat de facto. Non, madame. Le but de la révision de la Constitution ne peut pas être le troisième mandat ou le mandat présidentiel ne peut pas être ce qui va nous motiver à être contre une révision de la Constitution. Nous serons contre une révision de la Constitution lorsque la révision intervient en violation des dispositions prévues pour réviser une Constitution. Et là-dessus, Patrice Talon a tort. Il veut réviser une Constitution en procédure d'urgence. Il a tort. Il veut réviser une Constitution en marchant sur le principe à valeur constitutionnelle qu'on appelle le consensus national. Alors que, madame, il y a eu 2 décisions de la Cour constitutionnelle qui ont enfermé toute révision dans le respect strict du consensus national et au point où le consensus national a été élevé au rang de principe constitutionnel. Il ne peut pas le faire. Il n'a aucun droit pour le faire. Mais lorsque nous parlons même de la révision intervenue en 2019, madame, c'est une calamité. Bien sûr, je vais vous expliquer. C'est une calamité. C'est dommage que nos populations, Talon, la rupture, profitent de l'ignorance pour manipuler les populations et aller dans le décor. Vous savez, la première tentative de révision en procédure d'urgence par Patrice Talon, c'était le 4 avril 2017. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai dû démissionner avant, parce que je ne suis pas un homme déloyal. Et c'était quoi le projet en ce moment-là? C'était d'introduire quoi dans la Constitution? N'allons même pas vers le projet, madame. Allons déjà sur la forme, parce que la forme vaut le contenu. La forme vaut le contenu. Réviser une constitution en procédure d'urgence est interdite. Réviser une constitution en marchant, en refusant le principe, le consensus national, principe à valeur constitutionnelle, c'est dangereux. Et enfin, réviser une constitution en mettant dedans des choses qui s'apparentent à l'exercice d'un pouvoir personnel, à des choses à la privatisation de la Constitution, c'est pas sérieux. Comme quoi? Je vous donne un exemple. Le président de la République peut aller négocier des accords de prêt, donc engager le Bénin sans informer les députés. Et non seulement s'il n'informe pas le Parlement, il peut venir exécuter et c'est après 90 jours
qu'il informera Mais c'est dangereux. Mais savez-vous ce que Patrice Talon a fait qui est encore grave? Il a échoué. Parce que moi, j'ai démissionné le 27 pour faire échec à sa révision. Et c'est un des actes majeurs. C'est une beauté de le faire. Je suis très fier. Madame, je vais vous expliquer. Non, ce n'est pas un échec pour moi. C'est une des plus belles victoires. Vous savez, j'en tirerai, le peuple en tire déjà les dividendes. Il a échoué le 4 avril. Mais il ne s'attendait pas à cela. Avec Djogbenou, il pensait qu'il passerait dessus comme dans un champ de maïs. Mais non, on lui a mis échec. Ils sont revenus à la charge en juillet 2018. On les a matés techniquement, mis en déroute. Et c'est cela qui a fait que Djogbenou a dit juste après ça, nous ferons la politique par la ruse et la rage. C'est ça. Parce qu'ils sont incompétents, incapables de faire un débat de principe, un débat technique. Sur tous les débats techniques, je ne veux pas manquer de modestie, je vais les battre. Sur tout débat technique. Ils n'ont pas d'éléments parmi eux. Et c'est lorsqu'ils ont échoué la deuxième fois, qu'ils ont parlé, s'il vous plaît, de ruse et de rage, qu'ils ont introduit maintenant les réformes politiques. Vous savez, il y a une chronologie. Ils ont introduit les réformes politiques. Et ces réformes politiques, c'est quoi? C'est pour sanctionner, punir et exclure tout ce qui peut faire entorse à la révision. Donc c'est des dictateurs, c'est déjà incapables de la démocratie, de faire fonctionner, de fonctionner dans un pluralisme. C'est déjà anti-peuple. Puisqu'ils ont échoué 2 fois avec le BMP, en avril 2017, en juillet 2018, et il a fallu quoi? Nous étions en juillet 2018, ils ont échoué. Ils ont parlé de ruse et de rage. Mais quelle était leur ruse et rage? C'est d'introduire 2 lois. La loi portant charte des partis politiques et la loi portant code électoral. Dans la loi portant charte des partis politiques, ils ont mis des obstacles infranchissables. Vous vous souvenez? Moi, il y avait le représentant du parti au Parlement. Nous avons, techniquement, nous les avons déstabilisés. Ils ne peuvent pas. Avec l'article 56. Et à l'application du code, c'est-à-dire de la charte sur la nouvelle charte sur les partis politiques, ils ne peuvent pas appliquer la charte. Aucun d'eux n'était capable, ni UP ni BN n'était capable de le faire. Donc ils étaient KO debout. Et comme ils sont KO debout, ils ont inventé une tricherie grandeur nature, un coup d'État qu'ils appellent certificat de conformité. C'est ça la question. Et ce certificat de conformité, couplé avec le code électoral, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à l'exclusion. L'exclusion punitive, c'était des codes punitifs, c'était des lois punitives. Je l'ai dit à Patrice Talon le 25 février quand on était avec la coalition de l'opposition, devant lui, je lui ai dit, mais vous faites des réformes pour punir. Il était incapable même de lire ce qu'il a écrit, ce qui est même dans la loi, qu'il a promulgué. Il est incapable, il ne connaissait même pas les articles. Je lui ai dit, mais écoutez, c'est tel article, article 16, article 59, ici. Et un autre député, à côté de moi, lui dit, mais lisez. Si vous voyez ce que vous êtes en train de lire là-dedans, moi je me lève, je pars. Il n'a pas été capable de lire. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, si moi j'étais à votre place, regardez, écoutez Talon, si moi j'étais à votre place et que je vais aller aux élections, de cette nuit, je vais tenir des congrès, je sais comment il va faire. Il nous demande d'aller tenir congrès la nuit. Nous sommes le 25 février. La clôture des dossiers au 26 février. Nous étions dans son bureau jusqu'à 19h, 20h. Ce monsieur nous dit d'aller faire congrès la nuit et de lui amener les papiers. Mais c'est quoi ça? Donc il est incapable. Il a échoué sur toute la ligne. Mais ceux qui n'ont pas cru et qui ont manifesté même des divergences, pas même des oppositions. Prenez Maître Adrien Mungbeji avec son PAD. Ce n'était pas une opposition. Nous étions une opposition. Mais Mungbeji, le PAD n'était pas une opposition, c'était simplement une divergence. Vous savez quelles étaient les difficultés du PAD, madame? Vous savez quand est-ce que le PAD a eu son récépissé? Fouillez. Vous allez voir 26 février. 26 février, c'était quelle date? C'est le jour de clôture de dépôt des dossiers. Écoutez, malgré ça, vous vous souvenez des fautes mineures, des fautes majeures, des pièges avec, comment on l'appelle, Chaka Yagi, le Moël Bénin, et puis le PAD, des candidats qui se sont retrouvés à chevaucher, et puis faute majeure, paf, Tiando dit sortez du jeu, faute mineure,
tant rester dans le jeu. C'est quelle connerie ça? Même Claudine Prudencio, qui a fait tout. Claudine Prudencio, ce n'était pas une opposition à Patrice Talon. C'était une divergence. Mais vous, aujourd'hui, vous avez refusé de faire de l'opposition. Vous êtes dans la résistance. C'est comme si vous faites la politique de la chaise vide. Est-ce que c'est la solution? J'ai un plaisir à écouter vos questions parce que, vous savez, lorsque Talon a fait ça, pour exclure les gens, il a abouti à quoi? Il a abouti à un parlement monocolore. 100% est appuyé par Patrice Talon. Et comble de l'ironie et du faux, de la fraude, de la triche, deux partis politiques instigés par lui vont au Parlement et partagent les 83 sièges sur 83 sièges. Où ça? Dans ce pays? Moi, j'ai été à la conférence nationale. J'ai été à la conférence nationale. Et la conférence nationale n'est pas une option facultative. C'est une option principale. Personne ne peut dire que la conférence nationale est une option facultative. Non, 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 non. C'est contraignant la conférence nationale. Je n'accepte ça. Et à partir de là, je n'ai plus une option oppositionnelle. Je ne suis plus opposant. Je suis résistant. Pourquoi je suis résistant, madame? La révision de 2019 a été possible parce qu'on a chassé la contradiction et la divergence du Parlement. En chassant la contradiction et la divergence du Parlement, on a un Parlement monocolore. On n'a plus le peuple pluriel au sein du Parlement. On a un Parlement partial, 100% partial. On n'a plus le peuple. Cette révision n'est pas légitime. Vous savez, madame, qu'un pouvoir, une autorité, c'est deux sources. L'autorité doit être légitime, le pouvoir doit être légal. La légalité doit s'appuyer sur la légitimité, sinon elle est une illégalité. Mais comme elle s'impose comme légalité, elle est du despotisme, de la dictature, elle est de l'exercice de pouvoir personnel. Donc, Patrice Talon a fait quoi? Quand il a chassé tout le monde, il révise la Constitution. Ce n'est pas une révision, c'est de la triche. Et à partir de cette révision qui est une fraude, une triche, un vol, une usurpation, il déroule le tapis. Et il dit oui, j'ai révisé. Il s'octroie 45 jours de bonus, un pouvoir usurpé, un mandat usurpé, volé. 45 jours, c'est volé. C'est de la triche. Personne ne lui a donné 45 jours. C'est de la triche. Parce que ça vient d'une source monocolore, illégitime. L'autorité qui ne tient pas son pouvoir du peuple uni est une autorité illégitime. Et l'autorité illégitime ne peut exercer aucun pouvoir. S'il exerce un pouvoir, ce pouvoir est du despotisme, pouvoir personnel. Donc, révision, c'est de la triche. C'est de la triche. Ce n'est jamais possible. Patrice Talon est incapable de vivre une démocratie plurielle. C'est ça la réalité. Dire ça, ce n'est pas l'injurier. Parce que les batailles politiques doivent se faire sur les mots et les concepts. Si vous refusez la bataille sur les mots et les concepts, vous n'avez plus d'occasion pour parler des conséquences et des causes, ni même de la réalité. Vous comprenez maintenant, madame? Ce n'est pas une politique de chaise vide. Parce qu'il y a une différence entre chaise vide, chaise d'indignité et chaise électrique. Moi, je peux m'asseoir sur une chaise électrique, je l'ai dit. Et vous êtes sur quelle chaise? La chaise du peuple. Vous savez, parfois, ça prend le temps que ça va prendre, mais ça finit toujours. C'est une certitude. Talon n'ira nulle part. Il n'ira nulle part parce que vous allez voir la suite. Il n'ira nulle part. Et tous ceux qui l'ont aidé n'iront nulle part. La preuve, vous les voyez un à un. Vous les voyez un à un. Quelle est cette réforme où aucun parti politique n'est capable aujourd'hui de dire j'ai un candidat? Le premier qui lève la tête en pavillon, il ira à Misrete. Justement, dites-le. Vous aurez un candidat? Comment oui. RE se prépare? 2026, c'est pas loin. Le dépôt des dossiers, c'est en octobre. Madame, pour moi, il n'y a pas élection. En 2026? Non, il n'y a pas élection. C'est la même comédie qui continue. Parce que tout ce qui est projeté sur 2026, à quelle source, madame? C'est dans la mafia qu'on dit oui, oubliez, c'est déjà passé. C'est dans la mafia qu'on dit que le passé est derrière nous, avançons. En politique, on construit chaque pas du présent et chaque projection du futur sur le passé. Or, quelle est la source du pouvoir de Talon aujourd'hui? Sa source, c'est le Parlement monocolore de 2019. Ce n'est pas le peuple, madame.
c'est les copains coquins partisans de Talon qui ont octroyé à Talon ce que Talon veut, c'est pas le peuple. Mais là, il dit qu'il s'en va en 2026. Il s'en va. Qui lui a dit qu'il va où? Qui lui a dit de ne pas aller? C'est en quoi ce que lui dit engage le peuple? C'est lui qui parle. Quand je vois les gens dire Talon dit il ne veut pas parler, Talon dit il ne veut pas partir, il part, ça fait le problème de ceux qui écoutent. Vous croyez en son départ? Je n'ai pas à croire à Talon puisqu'il n'a pas de parole. Mais il a dit qu'il a un homme de parole. Mais ça, il fait de la rhétorique. Il vous ment. Vous n'y croyez pas? Mais quelqu'un qui a une parole, madame, entre vous et moi, et entre lui et moi, on se regarde lui et moi, et entre le peuple, Talon a de parole. Mais pourquoi il a dit je ferai du mandat unique une exigence morale? Vous savez ce qu'on appelle l'exigence morale? L'homme propose, mais Dieu dispose. Vous prenez, vous dites que Dieu est vicieux, c'est ce que vous voulez dire? Non, Dieu, c'est la perfection, Dieu. Est-ce que vous pouvez dire que Dieu est vicieux? Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est imperfection. Mais ne ramenez pas Dieu dedans. Parce que c'est des techniques d'argumentation qui refusent d'attaquer le mal et qui prennent on parle d'argumentation ad rem. Ad rem, c'est pas bon. C'est pas bon. Pas le fait, non. Dieu est à part. Certains vont vous dire, argumentation par l'autorité. Dieu est une autorité. Dieu est à part. Dieu n'est pas dans cette affaire. Si c'est comme ça, nous tous, nous pouvons devenir menteurs dans la société, aller dire à nos enfants, exigence morale, mentez. Qui a forcé Patrice Talon pour dire, je ferai du mandat unique une exigence morale? Je vais vous faire une confidence. Vous savez, le jour où nous allons déposer les dossiers de Patrice Talon pour les élections de 2016, c'est moi qui vous parle. Nous étions 5. Il y a moi, il y a Patrice Talon à côté de moi. Juste après Patrice Talon, il y a Saka Lafia. Et après Saka Lafia, il y a Djogbenou. Et après Djogbenou, il y a l'autre là, Boka Olivier. Et lorsqu'on a fouillé les dossiers, on était le matin vers 7h35, 8h. Quand on a fini les dossiers, on voulait se lever. J'ai dit non, attendez. J'ai dit à Patrice Talon, cette affaire de mandat unique là, parlons-en. Je sais pourquoi j'ai posé cette question. Je sais. Parlons-en. Parce que techniquement, le désordre, le désastre gouvernemental, le leadership pathologique de Yahya Boni ne permet pas pour que lorsque le président va venir au pouvoir, il puisse faire 5 ans et partir. C'est faux. Lorsqu'on dit le gouffre là, on va fermer ça et élever quelque chose de joli, de beau, de pérenne pour les Béninois, ce n'est pas possible de parler de 5 ans. Donc les 5 ans là, il y a un faux dedans. Il y a un faux, il y a un dol dedans. Je sentais. Si vous saviez que Patrice Talon est vivant. Je lui ai posé la question. C'est pour en avoir l'assurance et savoir comment gérer. Celui qui vous parle, je suis un homme d'expérience, un homme de parcours, théoricien et praticien, sac au dos. Dans la vie politique, j'ai commencé à moins de 17 ans, j'ai été à la conférence, j'ai parcouru tout ce qui a à partir du temps moderne du pays. Et puis, j'ai une référentielle théorique de ce que j'ai dit. Et puis, je sais lire les caractères. Je connais le type de personnalité. J'ai posé la question, exprès. J'ai dit, mais quand on va fermer les trous de Yahya Boni, changement, refondation, nous serons autour de 2 ans, 2 ans et demi. Quand nous allons mettre en place nos projets, il faut les étudier, il faut chercher les financements, il faut faire le point. Et nous serons autour de 2 ans et demi. Mais quand nous allons installer les projets, à peine les projets vont commencer par sortir, et vous allez partir. De quoi il s'agit? Il faut qu'on s'entende ici et maintenant avant d'aller déposer les dossiers. Mais je vous dis, qu'est-ce que Talon a dit? Il s'est levé, il a fait du bruit, il a fait... Non, c'est un mandat. Non, si ce n'est pas un seul mandat, alors cherchez un autre. L'autre, il est en prison, il ne peut pas parler. Mais Djogbenou est là. Lafia est là. Ils sont restés fidèles, vous n'êtes que 2 maintenant à être hors du... On va poser, quand vous allez poser la question, cette fidélité va vous répondre. Ils sont des fidélités, ils ont des joues au cou. Ils sont des joues au cou, ils ne peuvent pas, ils iront à Misrete. S'ils bougent en même temps, c'est Misrete.
20 ans ou 10 ans. Vous leur dites ça. Donc, il a dit, moi j'ai dit à tout le monde, ok, je voudrais en avoir l'assurance. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, quelqu'un parmi nous dans cette salle-là dise, il va rempiler. Hein. Un accord, c'est un accord. Il va rempiler, hein. Personne ne dira. Hein. Mais la même personne, Patrice Talon, je le vois à l'investiture, alors que personne n'a mis le doigt dans sa gorge pour dire, répète. Il revient, il regarde tout le monde. Je ferai du mandat unique une exigence morale pour montrer à mes concitoyens qu'en 5 ans, on peut faire le job. Mais c'est fini, je le vois. Non seulement il n'a pas fait 5 ans, il fait 45 jours dessus. Par un parlement partial monocolore, frauduleux. Parlement du sang, on a dû tuer. On a dû tuer avant d'arriver à là. On a tué des Béninois avant d'arriver à là. Et moi, il va faire quoi? Vous dites qu'il a parole, il n'a pas de parole. Il n'a pas de parole. Quand j'ai vu ça dans Jeune Afrique, je riais. Je disais, mais écoutez, voilà comment on glisse sur les concepts. Il peut pas, Talon, lui, il ne peut pas ouvrir sa bouche et dire qu'il a la parole dans ce pays. Il n'a pas de parole. Quel président vous avez vu depuis 1990 qui a fait 5 ans plus 45 jours? Levez le doigt, dites-moi. Ça n'existe pas. Donc, nous sommes dans de l'immoral. Et l'immoral, c'est du vicieux. Et le vicieux, ce n'est pas une référence, il n'a pas de parole, madame. Donc, vous voyez vos questions, vous voyez que révision de conscience, tout cela que vous dites, non. Dans Jeune Afrique, en parlant de Jeune Afrique, le président de la République s'est exprimé juste après le procès d'un de vos compagnons que vous avez évoqué tout à l'heure, Olivier Boucon, mais dans ça, il a parlé des embellies économiques, il a parlé du produit intérieur brut qui a augmenté, le taux de croissance, le taux de chômage. Bref, il est fier d'avoir formaté, n'est-ce pas, le pays dans un nouvel état d'esprit. Est-ce que 8 ans après, vous ne regrettez pas d'avoir participé à cette embellie économique que le président a exposé à Jeune Afrique? Non, vous êtes dans un registre négatif quand vous parlez de regret. Moi, je n'ai pas de regret. Moi, je dis que quelque chose est beau, un beau cadeau. Comment je vais regretter ce qui est beau? Talon n'a fait aucun travail. Talon fait vous savez ce que Talon fait? Il fait de la brillantine pour manipuler ceux qui sont sortis, ceux qui n'ont pas encore été sevrés de la villageoiserie. C'est-à-dire ceux qui n'ont rien vu, à qui on met asphaltage pour dire, on peut tuer pour solder. Est-ce qu'on peut solder les tueries par l'asphaltage? Vous savez ce qu'on appelle asphaltage? C'est de bitume sur des routes déjà tracées depuis Manga. C'est ça qu'il fait? Talon ne fait rien. Talon vous bluffe. Il fait rien, il fait zéro. Donc vous n'avez rien noté de positif Talon est nul. Il est nul sur toute la ligne. Jusqu'aujourd'hui et jusqu'à demain, il sera nul sur toute la ligne. Les services dématérialisés, avoir son casier judiciaire en ligne. Avec ça, on peut solder ça par les morts. On peut solder ça par la dictature. C'était pas là la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu un point positif Est-ce que si lui n'était pas là, quelqu'un d'autre ne pourrait pas faire ça? C'est la question. Ce que tout le monde peut faire, lorsque quelqu'un fait, on ne l'applaudit pas. Mais personne ne l'a fait avant lui. Qui? Ne répétez plus jamais ça. De 60 à je vous retourne à 58. Je vous retourne à 58. Est-ce que nous avons vu les services dématérialisés? L'informatique était venue en 1960. Vous qui parlez de ça là, c'est-à-dire, ne sortez, vous parlez à quelqu'un qui sait débusquer les pièges d'un discours. L'informatique est venue en quelle année? En 1960? Non. Pourquoi vous voulez que l'informatique qui n'existe pas en 1960, que Manga fasse ça? Vous parlez de 60, je vous remonte à 58. Vous savez comment Cotonou était en 58? Vous savez en combien d'années Maga a fait tout ça? Maga a tiré à bout portant sur quelle population? Vous connaissez un monsieur qu'on appelle Mathieu Kérékou? Avec tout ce qu'il a eu des hauts et des bas. Mais écoutez, vous voulez comparer Patrice Talon à Maga? C'est dangereux. Il n'y a pas combien de mesures. Maga a posé le plan directeur cadastre de développement du pays, urbanisme et tout et tout. Vous savez où était Cotonou avant? Où se situait Cotonou avant? Vous savez pourquoi on parle de Saint-Jean-Gbagoudo? Mais on peut dire ça aux enfants qui sont nés maintenant sous WhatsApp. Mais vous n'êtes pas nés sous WhatsApp, vous ne pouvez pas dire ça.
dématérialisation. Et c'est ça qu'il fait. Non. Vous ne pouvez pas dire quelque chose qui n'existe pas à un temps donné, que Maga invente pour faire. Mais Internet n'a pas commencé en 2016 non plus. Internet a commencé en quelle année, madame? Vulgarisation, madame. Monsieur le Président, mais la corruption a reculé, non? La corruption a reculé avec la Il y a un criette. déplacement des corrupteurs. C'est-à-dire? Il y a un déplacement, un transfert de la corruption et des corrupteurs. Lorsqu'on fera un audit général de l'État, vous verrez ce qu'on appelle corruption et ce qui n'est pas corruption. Ils se sont déplacés d'où vers où? De qui parlez-vous? Mais écoutez, vous savez très bien de quoi je parle. Il dit, votre confrère dit que la corruption n'existe pas. Mais je lui dis... Reculé. À reculer. Mais je lui dis non. Je lui dis non. Parce que la corruption est multiforme. Le délit d'initié est une corruption. L'opacité couvre une corruption. L'exclusion couvre une corruption. Qu'est-ce qui est opaque? Qu'est-ce qu'il y a opaque dans la gestion? Du régime de la rupture ou bien du nouveau départ. Tout est transparent selon vous. Puisque nous constatons qu'on juge les gens régulièrement à la criette. Qui juge qui? Qui juge qui? Qui on juge? Nous sommes dans un régime de séparation. Je vais vous donner un exemple. On juge les gens dans ce pays. On a jugé tous ceux qui pèsent des actes de corruption et de faux. On les a jugés tous. On a rouvert tous les dossiers. Quel dossier on n'a pas ouvert, par exemple, et qui vous choque? Je ne veux pas enflammer la République. Gardons un peu de temps. On a ouvert par exemple le dossier d'Aïnvo. Que personne n'a pu, les procès n'ont pas abouti, mais on a ouvert ce dossier. Et on a vu votre communiqué quand vous étiez au gouvernement. C'est pas mon communiqué. Ah, c'est le communiqué de qui? C'est pas mon communiqué. C'est le communiqué du gouvernement, du Conseil des ministres. J'ai été à l'école. Sur l'affaire d'Aïnvo, j'ai lu un communiqué du Conseil des ministres. Si vous voyez bien, je suis venu, j'ai dit communiqué du Conseil des ministres. Mais vous endossez. Et j'ai lu, c'est le Conseil des ministres. Quand j'ai fini, je n'ai pas mis candidat Sanaï. Je ne suis pas... Vous apparteniez à ce pouvoir. Et qu'est-ce que ce communiqué a dit? Vous êtes comptable de ce que le communiqué... Ce communiqué a dit quoi? Ce communiqué n'est pas mon communiqué. Ce n'est pas le communiqué de Yahi Boni. C'est le communiqué du gouvernement. Vous étiez le porte-parole. J'étais le porte-parole. J'ai rédigé, j'ai signé au nom du gouvernement et j'ai mis Conseil des ministres. Et quand vous parlez même du gouvernement, Patrice Talon était loin du pouvoir de Yahi Boni. Dites-moi qui était loin du pouvoir de Yahi Boni parmi ceux qui s'estiment et se mettent dehors. Donnez-moi les noms. Qui était différent? Un événement a eu lieu dans le pays le 17 août 2010. J'ai été nommé au Conseil des ministres, au gouvernement, le 18 juin 2010, en tant que ministre de l'Industrie. Et puis, le 19 juillet, un mois après, on m'ajoute un nouveau décret qui me donne le porte-parole du gouvernement. Je suis dans le gouvernement, un événement grave comme ça a eu lieu. Est-ce que vous m'avez vu prendre une décision, une déclaration intuitive personnelle? Vous ne verrez pas. Mais qu'est-ce que vous savez de cette affaire? Je ne suis pas juge pour savoir quelque chose de dossier d'Aïnvo. Être dans le gouvernement, ne veut pas dire. Je sais ce que le gouvernement sait. Et ce que le gouvernement sait, c'est ce qui a été lu dans le Conseil des ministres, c'est tout. À défaut, appelez tous les membres du gouvernement. Je n'ai aucun acte personnel dedans. Vous m'avez vu à Rome, quand ils sont allés à Rome faire des choses. Vous m'avez vu là-bas. Pourquoi vous n'êtes pas parti? C'est pas mon rôle. Mais dans les coulisses, qu'est-ce qui se disait sur cette affaire que... Je n'étais au courant de rien. Rien du tout. Moi, j'étais au courant de rien. Je ne suis pas morguier. C'est les morguiers et puis les fossoyeurs ou bien les exhumeurs ou les laborantins de ceux qui font des autopsies, c'est leur problème. C'était une affaire grave dont toute la République parlait, donc vous, ministre... Porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement. Je ne suis pas enquêteur du gouvernement.
C'est comme une autre saleté. Je vois une personne prendre des documents et dire authentification du gouvernement. Je ne suis pas enquêteur du gouvernement. Je suis porte-parole du gouvernement. Donc, je ne peux que porter une décision commune collégiale du gouvernement. Je ne suis pas porte-parole de Yahya Boni. Contrairement à un monsieur qu'on appelle Humbedi, qui va de coq à l'âne, qui vient, qui parle en son nom, tout ça, qui ne connaît rien du tout, qui ose même mentir sur moi et mentir sur le parti Restaurer l'Espoir, Léon Humbedi là, qui parle charabia là. Qu'est-ce qu'il a dit pour la parenthèse? C'est quoi qu'est-ce que vous traitez de mensonge? C'est un menteur. Voilà quelqu'un qui vient allègrement et il joue un peu comme l'histoire de Fayakou, Fayagan ou Faye, je ne sais quoi, pour dire que lui n'a pas souvenance que le parti Restaurer l'Espoir soit figure parmi les partis enregistrés. Donc aujourd'hui, vous confirmez que vous êtes toujours sur la liste. Nous, on a vérifié, on a essayé de vérifier sur la liste au niveau du ministère. On a vu que vous faites partie des partis enregistrés. Vous confirmez? Madame, à partir du moment où un porte-parole du gouvernement parle comme ça, il est menteur. Il est indigne du gouvernement. Lorsqu'on est porte-parole du gouvernement, il y a le niveau lexical, le niveau syntaxique, et puis la stylistique, et puis la pertinence du discours. Le discours de l'État doit être un discours crédible. L'État ne veut pas sortir un discours qui doit être un discours mensonger. C'est cela que je reproche. Moi, j'ai été porte-parole, mais j'ai dit, je ne suis pas porte-parole de Yahya Boni. Yahya Boni a un problème, il va défendre lui-même. C'est le gouvernement que moi je défends. C'est tout. C'est tellement simple à comprendre. Chacun doit rester dans son couloir. D'accord. Pour en revenir à l'affaire, vous n'avez rien à nous dire aujourd'hui? Puisque j'en connais rien, je ne suis pas juge, je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas officier de police judiciaire, je ne suis pas procureur. Au demeurant, je vais vous dire pas au demeurant. Quelque part, je vais vous dire, Dainvo est un frère d'enfance. Ah, vous le connaissiez? Non seulement je le connais parce que c'est un frère d'enfance, la famille, les Dainvo. La maison de mon père et leur maison, ça se trouve au même endroit dans le quartier Saint-Rita, qu'on appelle quartier Abidjan-Kodji. L'un des quartiers chauds de Cotonou d'antan. C'est les meilleurs jeunes. Si vous cherchez les meilleurs jeunes de ce temps-là, Saint-Rita, dans les quartiers de Cotonou, c'est Saint-Rita. Demandez Saint-Rita, Kola, Tissa. Demandez les jeunes c'est la jeunesse, c'est les vrais jeunes. Dainvo, sa maison, non loin de l'église Saint-Rita. Mais j'ai fréquenté avec son frère. J'ai fait l'université, l'école normale sup avec son frère ici, à Porte-Novo. C'est la famille. Mais vous comprenez quel désarroi, quelle peine à vouloir monnayer cette affaire à sens et à conscience. Non. Ça mérite respect. Et la famille Dainvo, tout ça, ils ne méritent pas ce qui se passe. Ils ne méritent pas. Et puis c'est une grande famille, c'est une famille très respectueuse. Très respectueuse. Donc, moi, je ne suis pas enquêteur. Je ne connais rien de ça. D'accord. Parlant d'amis aussi, je ne sais pas s'il est votre ami. Olivier Bokor, il est votre ami? Vous savez, le mot ami a un sens pour moi. Moi, je n'emploie pas le mot ami comme passe-partout. Non. Lorsque vous appelez ami quelqu'un, la personne, vous pouvez vous mettre nu devant la personne. L'ami, c'est celui avec qui vous n'avez rien à cacher. Je n'en ai pas. Je refuse d'en avoir. Je conseille à mes... pas votre ami? Je refuse d'en avoir. Je conseille à mes enfants de ne jamais avoir un ami. Le seul ami qu'on peut avoir, c'est soi-même. Je vous envoie 3 référentiels d'amitié. Vous allez comprendre que le seul ami qu'on veut avoir, c'est soi-même. La première référentiel, c'est le chanteur Fiossi. Alain Nkoton. Fiossi, vous connaissez ça. Et il dit, c'est dans le malheur qu'on connaît les vrais amis. Et dans son allégorie, il a fait quoi? Il est allé chez son maître Fa. Il dit, j'ai tué. Le maître Fa dit, je n'en suis rien, je n'en sais rien, je ne veux pas m'amêler. Il va chez son beau-père. Le beau-père dit, quitte là. Si tu continues, je t'arrache ma fille. Mais il est allé chez son ami. L'ami dit, tiens, assois-toi, bois. Le cadavre est où? Reste là, ne bouge pas. Moi, je vais enfermer. Je dirais que il n'y a personne, je vais fermer toutes les traces. C'est ça l'ami. Premier référentiel. Deuxième référentiel, c'est le référentiel d'Aristote. Et Aristote l'a tellement développé dans son livre Éthique à Nicomaque.
qui est un best-seller de la notion de l'amitié. Et dedans, avec Aristote, vous allez voir les 3 types d'amitié. L'amitié par plaisir, l'amitié par intérêt, l'amitié par vertu. Et Aristote conclut que la seule amitié qui a intérêt, qui vaut la peine, c'est l'amitié par vertu. Combien de gens sont vertueux? Et le troisième type d'amitié, c'est Sénèque, qui conseille Lucilius en disant, écoute Lucilius, il n'y a pas d'amis possible. Tu veux avoir un ami, apprends à être ami avec toi-même. Donc il n'y a pas d'amitié. Bokor, Talon, tout ça, ce n'est pas des amis, je n'en ai pas. Mais Bokor est un frère. Il est un frère, quelqu'un que je respecte. Il est un frère. Vous voulez parler de Talon? Posez votre question. Vous voulez dire un Talon et moi? Vous êtes des amis? Non, on n'est pas des amis. On n'a jamais été amis. Et vous étiez quoi? Jusqu'à ce que vous on s'est rencontrés. Le meilleur candidat, que vous avez battu. On n'a pas même vous enlever, vous enfermer ici. Vous avez suivi tout ça. Vous estimez que vous n'êtes pas des amis. Vous vous êtes sacrifié, péril de votre vie. Nous ne sommes pas des amis. Nous sommes des partenaires politiques. Et j'ai appris à jouer ma partition. Si j'ai un accord avec vous, je fais ma partition. Je fais ça marchander. Poser la question à Patrice Talon, il est vivant. Je n'ai aucun contrat financier, je n'ai rien spéculé avec lui. Je l'ai fait par plaisir, par amour pour le pays. Je l'ai fait au nom de mon éducation et de ma foi. Parce que quand quelqu'un est dans le pétrin, dans le gouffre, il faut aller à son secours. Je l'ai fait sans contrepartie. Et Talon est vivant, il peut le dire. Il m'avait proposé même d'être son candidat. Autre révélation, je vous fais. Talon m'a dit d'être son candidat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai refusé. J'ai refusé. Pourquoi? Je lui ai dit pourquoi, je vous répète, pourquoi je l'ai refusé. Parce que j'ai fait l'analyse quand il m'a dit ça. Et il y a longtemps même, il m'a dit ça et il m'appelle même président. Et puis il y a des rencontres. Vous savez, c'est quelqu'un, bon, il y a des choses, papa dit bon. Et puis je lui ai dit non. J'ai pris mon avion et je suis parti à Paris. Nous étions sur les Champs-Élysées, dans un restaurant ou un hôtel qu'on appelle Georges V. Nous sommes allés là-bas, nous étions 3. Il y a lui, il y a Olivier Bokor, il y a moi. Et je lui ai dit en face, Patrice, tu as voulu que je sois candidat et que tu m'aides, tu me finances pour être président de la République. Mais je suis venu te dire, je ne veux pas. Il a dit, pourquoi? Votre question. J'ai dit, je ne veux pas, parce que moi, je suis formé pour l'intérêt public, l'intérêt général. Toi, tu es un homme d'affaires, tu es formé pour le privé. Il y a déjà une contradiction entre nous. Moi, une fois président de la République, je vais penser à l'intérêt général. Mais toi, tu penseras à tes affaires. Chaque fois que je te verrai, tu vas ouvrir mon bureau de président de la République, tu viendras avec des dossiers. Tu diras que tu me regarderas en me disant, mais tu m'es redevable. Ce que je ne veux pas, je ne pourrai pas faire. Parce que toi, quand je vais vouloir couper, te donner un peu et donner beaucoup au peuple, tu vas dire non. Donne-moi le beaucoup, et ce français n'est pas bien, hein, et donne le peu au peuple. Je ne peux pas. Et là, il a regardé Olivier Bokor. C'est une confidence que je vous fais. Il a dit à Olivier Bokor, mais Olivier, tu vois Candide, tu vois le président, si nous l'aidons, il devient président, il va nous trahir. Mot pour mot, sic. J'ai dit à Patrice, moi je ne suis pas traître, je suis à Zanaï d'Aboumé. Mes ancêtres ont collaboré avec le grand roi d'Aboumé, ont lié d'amitié avec le roi Guézo, et ont respecté, Guézo a respecté ses engagements envers nous, nous avons respecté nos engagements envers lui. Nous étions dans le cercle des chefs de culte, des inspecteurs de culte. Je suis à Zali, tout le monde connaît. J'ai dit non, nous on ne trahit pas. Mais la trahison, c'est lorsque vous promettez et que vous êtes capable de faire et que par mauvaise foi, vous renoncez à faire, qu'il y a trahison. Nous on ne trahit pas. Mais je serai incapable de faire. Je vous connais, je connais tes problèmes, je connais les problèmes, je connais le milieu. Il faut que tu sois président, pas moi. Et il regardait Olivier ne parle pas beaucoup hein, comme ça. Hein. Olivier l'a regardé, j'ai dit non, je ne peux pas.
Et j'ai dit à Patrice, et c'est ce qui va le rattraper d'ici peu ça, j'ai dit, je vais te donner un conseil. Si tu ne prends pas le pouvoir maintenant, nous ne gagnerons pas. Parce que le peu d'argent que tu as à donner à ci et ça, ton argent va combattre ton argent, ça va s'effriter, et c'est le réseau Yahi qui va gagner. Deuxièmement, même dans ces conditions, si tu mets ton fils Lionel, tu mets ton fils président, il ne respectera jamais ce que tu vas lui demander de faire. Et tu finiras par t'embrouiller avec lui. J'ai dit ton fils, même tu prends ton propre fils, il ne pourra pas. Je sais ce qu'est le pouvoir. Vous parlez à un homme politique et à un philosophe politique qui a travaillé sur la politique ancienne du temps de Sénèque, donc du temps des Césars et des Augustes, du temps de Rome, où il y a les intrigues du pouvoir. C'est ça la question. Et il est vivant. D'abord, je parle devant écran, tout et tout, vous me connaissez. Il est vivant. Si je dis que c'est pas ça, il n'a qu'à dire. Olivier était là, on était trois.